La France ferme les yeux, elle ne veut pas voir. Venus du Sud, des familles entières se noient quasiment tous les jours en Méditerranée. Des jeunes issus des quartiers populaires basculent dans la violence et commettent des attentats. La peur monte, l'extrême droite fleurit un peu partout. Quand la Méditerranée nous submerge, c'est le dernier essai du sociologue Jean Viard. Il appelle à cesser les incantations républicaines et à remettre à plat la France telle qu'elle est, c'est-à-dire multiple, mondialisée, méditerranéenne. Voilà pour la présentation. Bonsoir Jean Viard. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors c'est un livre d'entretien, vous répondez aux questions du journaliste José Lanzini et d'emblée, vous donnez le ton. J'aimerais lire votre première réponse dans ce livre. Il n'y a pas de spécialiste multicompétent de l'islam, de la Méditerranée, des quartiers, du cyberterrorisme, de l'Algérie, de la guerre d'indépendance, de la démographie, de l'Afrique. Et pourtant, il y a urgence à penser tout cela en même temps. Pourquoi y a-t-il urgence, Jean Viard ? Mais parce qu'il s'est passé trois choses inouïes, si vous voulez. D'une part, évidemment, c'est le terrorisme qui se développe dans les sociétés. C'est le Brexit, qui est quand même une rupture énorme sur tous nos projets qu'on avait dans le monde depuis un demi-siècle. Et puis, c'est l'élection de Donald Trump. Donc, il se passe des choses énormes. Et en même temps, il se noie 5000 personnes en Méditerranée cette année. Et au fond, on est tous un peu honteux. Mais on se dit, si on allait les chercher en ferry à Tripoli, il ne serait pas temps à traverser, ça serait 10 fois plus. Donc, au fond, on se dit, c'est quand même efficace pour qu'ils n'arrivent pas plus nombreux. Cette pensée est absolument obscène, mais enfin, au fond de nous-mêmes, quand je dis, pourquoi on ne va pas les chercher à Tripoli, on me dit, non, mais tu te rends compte combien il y en aurait? Donc, on se moque de Donald Trump qui a fait un mur, qui veut faire un mur, mais moi, je préfère un mur à un immense cimetière marin. Je pense qu'à un moment, il faut se dire, l'Europe doit repenser son rapport au sud de la Méditerranée. C'est pour ça que mon livre commence sur 62, quand j'étais enfant, parce qu'effectivement, on dirait que depuis 62, on a mis une barrière et on voudrait que ça ait disparu. 62, date de l'indépendance de l'Algérie ? Tout à fait. Bien sûr. Alors, vous posez la question de l'islam. Vous identifiez d'abord comme point commun, d'ailleurs, à tous ces enjeux, l'espace méditerranéen, pour bien tenter de comprendre, puisque c'est la couverture de votre livre. C'est quoi, pour vous, l'espace méditerranéen, d'un point de vue, à la limite, géographique, sociologique, puisque... Mais la Méditerranée a toujours été un carrefour de monde, puisque l'Asie touche la Méditerranée, l'Afrique touche la Méditerranée, l'Europe, le monde russe, sinon on ne comprend rien à ce qui se passe en Ukraine. Donc la Méditerranée, c'est un carrefour de monde. Et chacun d'entre nous en appartient à une terre. Moi, je suis français, je suis marseillais, mais une terre européenne. Les gens en face, ils sont méditerranéens, mais en fait, ils sont du Maghreb, ou alors ils sont effectivement... Donc c'est ça, c'est un carrefour extraordinaire. Et c'est le lieu qui a inventé les monothéismes. Donc si vous voulez, les monothéismes, au fond, c'est la religion des hommes du désert. C'est la seule religion qu'on peut emmener avec soi. Il n'y a pas grand-chose à transporter, si on peut dire. Et donc, les monothéismes sont méditerranéens. Et c'est pour ça que je pense, si vous voulez, que l'Europe s'est construite contre la guerre froide, pour la paix, contre le communisme, évidemment. Pour empêcher la progression du communisme au-delà de Berlin, le communisme a disparu. Il faut regarder l'Europe dans le monde. Dans le monde, vous avez 1,5 milliard de Chinois, 1,5 milliard d'Indiens. Il faut se dire, est-ce que tous les mondes monothéistes n'ont pas des choses à faire ensemble, notamment évidemment le nord et le sud de la Méditerranée. Et vous citez le grand penseur français qui vous est cher, Edgar Morin. Il écrivait il y a quelques années ceci: une ligne sismique partant du Caucase, traversant le Moyen-Orient et s'avançant en Méditerranée, concentre en elle de façon virulente l'affrontement de tout ce qui s'oppose dans la planète, Occident-Orient, Nord-Sud, islam-christianisme, laïcisme, religion, fondamentalisme, modernisme, richesse, pauvreté. Vous dites qu'en pensez-vous, alors je vous pose la question. Mais si vous voulez, ce qu'il y a, c'est que on dit toujours dans la mondialisation, il y a les perdants et les gagnants. La mondialisation, c'est la nouvelle époque historique. On peut la réguler de différentes façons, mais on est condamné, ou peut-être que c'est une chance d'ailleurs, à tous vivre ensemble, parce que l'avenir de l'humanité, c'est de se connaître les uns les autres, ce qui n'était pas le cas des générations antérieures. Bon. Donc dorénavant, on vit dans ce monde partagé. Bien. Et dans ce mouvement, il y a des gagnants et des perdants. Il y a des gagnants en Asie, les femmes chez nous sont plutôt gagnantes par rapport à avant, etc. Et puis il y a des perdants. Les anciennes classes ouvrières blanches, les couches moyennes, que ce soit aux États-Unis ou chez nous, le monde rural, c'est-à-dire tous ces gens qui se sentaient, c'était le monde du travail qui portait l'histoire. Vous savez, c'est la fierté politique qui construit les groupes, c'est pas simplement le revenu, c'est quel est le sens de ma vie. Les ouvriers, ça avait un sens, les paysans, ça avait un sens. Aujourd'hui, ce sont des métiers qui ont perdu leur sens historique parce que s'il y a de moins en moins de gens, c'est des métiers de plus en plus automatisés. Et puis il y a les perdants-perdants. Il y a ceux qui étaient déjà perdants, les jeunes de nos quartiers, les gens du Maghreb, tous les gens de l'ancien Empire ottoman. Ils avaient déjà pris la révolution industrielle, si on peut dire, à contre-pied. Il y avait eu la colonisation, les guerres de décolonisation. Ils sont à nouveau perdants-perdants. Et donc c'est eux qui font le terrorisme. Le terrorisme, au fond, c'est l'alliance des exclus de chez nous,
qui se trouvent être dans le monde islamique. Pour moi, le terrorisme, c'est un phénomène politique, c'est pas un phénomène d'abord religieux. Mais il se trouve que ces gens viennent du même monde, et donc au fond, ils font un lien par la religion, mais c'est plutôt par la culture, je dirais, moi, comme sociologue. Vous parlez de l'islam dans ce livre, et vous posez une question, au fond, assez juste. Vous dites, est-ce que ce n'est pas en rejetant d'une certaine manière cette religion qu'on ne crée pas davantage en France des revendications de l'identitaire? Mais oui, on n'a pas compris qu'on est entré dans un monde de diversité. Si vous voulez, on s'est battu avec l'islam depuis la création de l'islam, depuis qu'ils ont conquis, etc., Charles Martel, etc. C'est ce qu'on apprend à nos enfants, d'ailleurs, les croisades, tout ça, on continue à leur apprendre. Et donc, si vous voulez, à un moment, il y a 15 millions de musulmans en Europe. C'est la deuxième religion. Il faut leur donner un statut public. Moi, je ne suis pas du tout religieux, je suis profondément laïque. Mais pour moi, la laïcité, c'est de donner le respect. Et le respect aux religions, qu'il y ait des noms de rues, qu'il y ait des monuments. En France, il y a une grande mosquée, c'est celle de Paris. Mais à Marseille, il n'y en a pas. À Lille, il n'y en a pas. Si vous ne donnez pas du respect à une Vous proposez d'ailleurs de créer 13 grandes mosquées régionales. Est-ce franchement la priorité? Mais oui, j'avais déjà proposé dans le 1, où je fais souvent des chroniques. Et si vous voulez, parce que je pense qu'à un moment, il faut dire, attendez, on a compris, on a manqué de respect, on n'a pas mis dans le Concordat 1905, on n'a pas mis les musulmans. Ça avait été en discussion en 1905, parce qu'il y avait déjà 5 millions de musulmans. Bon, d'accord, ils étaient en Algérie. Mais je vous rappelle que l'Algérie, c'était la France. Donc, ce n'est pas un argument pour qu'ils ne soient pas dans le Concordat. D'ailleurs, l'Autriche les a mis dans le Concordat en 1912. Il faut donner du respect à ces gens-là parce que nous avons besoin des jeunes des banlieues qui ont les cultures dont nous avons besoin pour développer l'Afrique avec nos grandes entreprises. Je suis très utilitariste à ce niveau-là. Là, nous avons un stock de culture et les Allemands, en ayant développé tous ces gens qui ont pris le million d'émigrés, enfin de réfugiés qui viennent notamment de Syrie, ils sont en train de construire pour le siècle qui vient des liens économiques d'une puissance extraordinaire. Il faut penser le développement de l'Afrique grâce aux jeunes de banlieue. Mais ce que vous dites, ça ressemble beaucoup à l'Union pour la Méditerranée qu'avait mis en place un certain Nicolas Sarkozy, alors président de la France. Oui, mais il n'est pas le premier à l'avoir fait. Il y avait déjà eu avant une union des régions. Je pense qu'il ne faut pas forcément mettre tout dans le même panier. La Méditerranée a une unité, mais elle a des diversités. Et nous, en tant que francophones, il y a 700 millions de personnes qui vont parler français en 2050. Le Maghreb et toute une grande partie de l'Afrique noire. C'est la première langue qui progresse en Afrique. C'est là qu'est le cœur de notre développement. Donc c'est à la fois très business. Que je dis, pourquoi la France ne le voit pas, ça? Pourquoi les gouvernements Elle le voit un peu. Il y a des pas réunions sur l'Afrique régulièrement, etc. Mais parce qu'en France, si je fais l'éloge de Bouygues, si je fais l'éloge de Vinci, la moitié des gens se disent « Oh, mais viens, cet intellectuel de gauche qui soutient le grand capital ». Chaque fois, on me fait le coup. Je dis oui, ces grandes entreprises, les entreprises d'eau, les entreprises d'assainissement. Parce que le premier problème de l'Afrique, c'est l'eau, c'est l'assainissement, c'est les techniques agricoles, c'est effectivement des éléments d'abord de survie et de qualité de vie de base, vraiment de base. Bon, on a ces entreprises. Et donc, effectivement, et heureusement que Marseille est le siège du Forum mondial de l'eau. Mais si vous voulez, il faut dire que ce sont les grands enjeux. Or, ces entreprises, il faut à un moment arrêter de les critiquer tout le temps pour les questions fiscales, etc. C'est un autre sujet. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les critiquer là-dessus. Mais d'abord, ce sont des chances en termes de développement économique et surtout en termes de remplacement. On ne peut pas continuer à reculer devant les attaques de l'extrême droite. À un moment, il faut dire non, on va partir à l'offensive, valoriser l'islam et valoriser le rapport avec le Sud. Vous l'avez dit, vous êtes Marseillais, le Sud, la Méditerranée. Vous liez la question des quartiers populaires, des banlieues, en région parisienne, mais pas seulement, notamment à Marseille. On sait qu'il y a beaucoup de règlements de compte. En quoi la Méditerranée peut-elle être, justement, là encore, un facteur de progrès s'agissant des difficultés rencontrées? Quand l'Algérie est devenue indépendante, en 1962, on avait prévu la libre circulation des gens, pas la libre installation. La libre circulation, pour faire des études, pour la santé, pour les voyages, parce qu'on savait très bien que les deux cultures n'étaient pas coupées. Ouais. La décolonisation, c'est pas la fin des liens culturels, affectifs, sentimentaux. En 1994, on a arrêté la libre circulation. Il faut réintroduire les Turcs. On leur négocie qu'ils vont s'occuper des réfugiés syriens. On leur donne 2 ou 3 milliards d'euros. Et ils demandent le droit pour les Turcs de visiter l'Europe. On leur dit oui, on ne le fait pas. Je veux dire, on ne peut pas continuer. Mais pourquoi ça ne s'est pas fait, ça? Où est la rupture? Parce qu'il y a une espèce de mépris chez nous, une peur des pays arabes, arabo-musulmans d'ailleurs, parce que la Turquie n'est pas un pays arabe, et donc effectivement, qui fait qu'en gros, tout le monde s'est dit ça va faire monter l'extrême droite. Mais l'extrême droite, elle monte parce qu'on se couche devant. 82% des Français, dans le dernier sondage, vous disent, nous, on est pour l'accueil des réfugiés. Donc, il faut quand même écouter. Les Français ne sont pas d'un coup devenus... je ne dis pas qu'ils ne votent pas pour l'extrême droite, je ne dis pas qu'ils n'ont pas peur. Ils ont peur du monde qui vient, mais qui n'aurait pas peur? Le monde change à toute vitesse. Il y a 3 milliards de gens connectés sur Internet en 15 ans. C'est inimaginable dans l'histoire humaine. Donc il se passe des éléments énormes de changement. C'est normal d'avoir peur. Mais on n'est pas obligé pour autant d'être se réfugier dans l'identité, dans la sécurité. On peut aussi dire, attendez, on va faire des projets. On va avancer dans une planète écologique et on va faire un immense projet européen méditerranéen
pour aller vers l'Afrique et pour la structurer. Puisqu'on parle des difficultés dans les quartiers populaires, vous l'avez dit, je le redis, vous êtes Marseillais, 150 personnalités de la cité phocéenne ont signé une pétition il y a quelques jours. Voilà, je voulais vous demander si vous en faisiez partie. Je m'en doute, puisqu'il y a un chapitre qui s'intitule « Pour une légalisation contrôlée du cannabis ». C'est un entretien que vous avez accordé au printemps dernier. Pourquoi? Qu'est-ce que ça changerait? Pourquoi est-ce qu'il y a tant de drogue dans les quartiers populaires à Marseille? C'est le sud de la France, hein, c'est le grand supermarché du sud de la France, Paris s'occupant du reste du territoire. C'est parce que les gosses de bourgeois vont acheter de la drogue dans ces quartiers. Donc je veux dire, il faut faire attention, c'est bien parce qu'il y a un marché, qu'il y a une demande, et elle n'est pas du tout organisée, elle n'est pas canalisée. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on est le premier pays consommateur, devant n'importe quel collège. Moi je me suis déplacé quand j'étais élu à Marseille avec des jeunes, je leur dis trouve-moi de l'UH. 2 minutes. Moi, je suis incapable de comprendre comment on fait. Mais eux, ils savent tout de suite, le gamin, il repère. On ne peut pas continuer à avoir du hache partout dans nos collèges et effectivement avoir un discours répressif qui mobilise des flics, qui mobilise des places de prison, qui mobilise une énergie énorme. 20-25% du temps de travail des policiers. On en a besoin pour la sécurité. On en a besoin contre le terrorisme. Et donc, effectivement, il faut dire, attendez, on a fait une politique, elle n'a pas marché. Je ne dis pas qu'elle était mauvaise dans les fondamentaux. Il faut en faire une autre. Prenons exemple sur la Californie, prenons exemple sur le Portugal. C'est-à-dire, effectivement, du hache organisé, du hache limité, avec des politiques d'information sur les risques, etc. Et j'allais dire, et du hache français. Faisons travailler nos agriculteurs, on l'a bien fait à une époque pour le tabac, considérons que le vice fait partie de la vie. Et donc on se mondialise, y compris nos vices. Je ne fais pas l'éloge du vice, je veux dire, mais bon, en sortant d'ici, je vais prendre un petit whisky. Donc, je veux dire, comprenons cette vie-là. La mondialisation des modes de vie, c'est aussi la mondialisation des vices. Et donc, à la fois, il faut les limiter. Mais enfin, ce discours d'interdiction non républicaine, la République doit défendre ses valeurs. Ouais. Et donc, quand elle dit on ne fait pas ça, il ne faut pas qu'on le fasse. Pour conclure, Jean Viard, le 21e siècle, dites-vous, et selon vous en tout cas, un siècle stratégique. Qu'entendez-vous par là? Mais c'est un siècle où il faut qu'on repense les stratégies qu'on va avoir pour le construire, si vous voulez. Parce qu'il se passe un événement, c'est qu'on est tous dans la même aventure, on a tous le même réchauffement climatique, on n'a pas de choix, et on a le même imaginaire. Quand vous êtes 3 milliards sur Internet, il se passe n'importe... Le discours d'Obama, on est peut-être 5 milliards d'hommes ce soir à savoir qu'Obama va faire son discours. Donc on vit dans le même monde, et en même temps on a envie de marquer qu'on est différent. Donc il faut marquer nos différences, parce que c'est respectable d'avoir des origines. Moi je suis français, je suis marseillais, je suis d'origine catholique, etc. Je suis très, très content, oui, pas, je ferais autre chose, ça serait pareil, mais ce que je veux dire, on ne va pas effacer nos origines. Mais il faut qu'on comprenne qu'on est face à un nouvel enjeu de l'histoire humaine, difficile à gérer. Il faut donc qu'on fasse des politiques, des stratégies. L'Europe, son enjeu, c'est d'abord l'Afrique, l'Amérique, c'est d'abord l'Amérique du Sud, et l'Asie, c'est d'abord la mer de Chine. On doit penser ça en priorité. Merci beaucoup, Jean Viard. Quand la Méditerranée nous submerge, réfugiés, terrorisme, islam, quartier, populisme, c'est aux éditions de l'Aube. Merci à vous. Merci beaucoup.